Bonjour, je suis Renos Vakis, économiste principal à la Banque mondiale et votre hôte pour accélérer le développement. Des idées pour un impact. Ce n'est pas un podcast ordinaire, mais une conversation basée sur l'IA, présentée par l'Institut de la Banque mondiale pour le développement économique, où nous décortiquons les dernières recherches avec un seul objectif en tête: transformer de grandes idées en un impact réel. Commençons. Merci pour cette introduction, Renos. Vous savez, nous investissons énormément d'espoir et d'argent aussi dans l'éducation, toujours à la recherche de quelque chose qui fera la différence. Nous suivons les résultats aux examens, nous regardons les taux de réussite, mais et si les changements les plus importants étaient justement ceux qui sont les plus durs à mesurer? C'est précisément la question au cœur du rapport dont nous parlerons aujourd'hui, intitulé L'enseignement du growth mindset et de l'autogestion à l'école peut-il transformer les résultats des élèves et les mentalités des enseignants? Bienvenue dans le premier épisode de notre série sur le growth mindset, où nous nous intéressons à deux vastes expériences menées en Indonésie, un pays qui, malgré d'importants investissements dans l'éducation, continue d'afficher des niveaux d'apprentissage étonnamment faibles. D'accord, ils ont donc essayé quelque chose de différent. Un programme appelé Tous peuvent réussir, destiné aux élèves de troisième. En quoi consistait-il exactement? Il s'agissait d'un programme très simple composé de 6 séances. La première partie présentait aux élèves le concept de growth mindset, cette idée puissante selon laquelle l'intelligence n'est pas figée, elle peut se développer. Ah, donc l'idée est que la réussite dépend de l'effort, pas seulement de fait d'être intelligent. Exactement. La deuxième partie portait sur l'autogestion, des compétences très concrètes, comment se fixer des objectifs, élaborer un plan, puis s'y tenir même lorsque les choses deviennent difficiles. D'accord. Donc le programme a été mis en place dans plus de 2000 écoles. Je vois qu'ils ont testé deux versions, une avec uniquement les séances et une qui ajoutait des affiches et des rappels quotidiens dans les salles de classe. C'est bien cela. Et tout le monde attendait un résultat principal. Est-ce que ce programme allait améliorer les résultats aux examens nationaux? Alors, est-ce que ça a marché? Non. Et c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Sur l'objectif principal, améliorer les résultats aux examens nationaux, il n'y a eu aucun effet. En revanche, le programme a réussi de nombreuses autres choses tout aussi importantes et parfois totalement inattendues. C'est quand même assez étonnant, non? Parce que ce n'était pas la première fois que cette équipe testait ce type d'intervention en Indonésie. Exactement, et c'est un élément de contexte essentiel. Quelques années plus tôt, la même équipe avait déjà mené une autre expérience de grande ampleur, là aussi dans plus de 2000 écoles. Cette fois, ils n'enseignaient que le growth mindset sans la partie sur l'autogestion et en seulement 2 séances. Et cette intervention-là avait bel et bien amélioré les résultats aux examens nationaux, avec les progrès les plus marqués dans les régions les moins performantes comme Sumatra. C'est d'ailleurs en grande partie grâce à ces résultats prometteurs que le ministère de l'Éducation a demandé la mise en place de ce programme plus long et plus complet. Donc, la version courte et ciblée a amélioré les résultats aux examens nationaux, tandis que la version plus longue et plus large dont nous parlons aujourd'hui ne l'a pas fait. C'est contre-intuitif. On pourrait penser que plus c'est mieux. C'est effectivement ce qu'on pourrait croire, mais l'étude prend ce paradoxe très au sérieux et propose plusieurs explications possibles. La première est que l'ajout de l'autogestion a peut-être dilué le message principal du growth mindset. Les élèves devaient assimiler davantage de concepts en même temps. La deuxième concerne le calendrier. Le programme a été mis en œuvre très tard dans l'année scolaire, juste avant les examens, ce qui laissait peu de temps pour que les changements se traduisent par de meilleurs résultats. Enfin, les enseignants disposaient de supports pédagogiques très détaillés, mais n'avaient reçu ni formation ni accompagnement spécifique. J'ajouterai aussi une nuance importante. Les deux études reposaient sur des méthodologies différentes. Il ne s'agit donc pas d'une comparaison parfaitement directe, et les auteurs eux-mêmes indiquent qu'une comparaison menée dans un même district serait un travail intéressant pour l'avenir. Mais une conclusion ressort clairement pour la conception des programmes. Dans ce type d'intervention, plus n'est pas forcément mieux. La précision du message et le bon moment peuvent compter davantage que l'étendue du contenu. Voilà un retournement de situation vraiment intéressant. Si les résultats scolaires n'ont pas changé, qu'est-ce qui a changé avec cette deuxième intervention? Parlons de ce premier grand enseignement. Le programme a profondément transformé l'environnement d'apprentissage. Il a modifié la manière dont les élèves percevaient leurs propres capacités,
On observe une progression modeste mais significative de leur conviction que fournir davantage d'efforts pouvait réellement les rendre plus compétents. Donc, ils ont commencé à croire davantage au pouvoir du travail. Exactement. Et ils ont ressenti ce changement dans leur environnement scolaire. Les élèves ont déclaré que leurs enseignants et même leurs camarades valorisaient davantage les efforts et le fait d'apprendre de ses erreurs. C'est une véritable illustration des comportements associés au growth mindset. Cela a créé une atmosphère de classe beaucoup plus positive. Est-ce que cela a changé leur manière d'étudier? Oui, ils ont commencé à utiliser les stratégies concrètes enseignées pendant le programme, faire une liste de tâches pour leurs devoirs, s'y tenir, ou encore prévoir une petite récompense après avoir terminé un exercice difficile. Ah, je comprends mieux maintenant. Ce n'était plus seulement une idée, c'était devenu une habitude. Exactement. Et c'est la partie que je préfère. Ces effets positifs ont été les plus forts chez les élèves les plus défavorisés. Vraiment? Expliquez-nous. Dans les écoles dont les résultats aux examens nationaux étaient inférieurs à la moyenne au départ, l'impact a été beaucoup plus marqué. Les élèves ont davantage renforcé leur conviction que les efforts permettent de progresser. Le climat de la classe s'est clairement amélioré. Donc, le programme a été le plus efficace là où on en avait plus besoin. Exactement. Et on retrouve le même phénomène chez les élèves qui avaient les notes les plus basses au départ. Le programme semblait particulièrement bien leur convenir. Certaines données suggèrent même qu'il a eu davantage d'impact auprès des élèves issus de familles disposant de moins de ressources économiques. Restons prudents tout de même. Dans quelle mesure ces résultats par sous-groupe sont-ils solides? C'est une excellente question, car leur solidité varie. Le résultat le plus robuste, l'augmentation de la croyance dans l'importance de l'effort dans les écoles les moins performantes, reste statistiquement significatif même après les corrections les plus strictes appliquées par les auteurs. L'amélioration du climat de classe dans ces mêmes écoles demeure également solide pour la version comportant uniquement les séances. En revanche, certains autres résultats, notamment ceux concernant les ménages les moins favorisés, ne résistent pas à ces corrections statistiques. Les auteurs les présentent donc comme des indications prometteuses, mais encore exploratoires. En résumé, quelques effets sont solidement établis, tandis que les autres ouvrent des pistes encourageantes. C'est extrêmement important. Pour beaucoup de nos auditeurs, les questions d'équité ne sont pas de simples débats théoriques. Elles influencent concrètement la vie quotidienne et le développement des communautés partout dans le monde. Absolument. Et lorsqu'on regarde les coûts, c'est encore plus frappant. La première intervention, consacrée uniquement au growth mindset, coûtait moins de 25 centimes américains par élève. Dans cette deuxième intervention, la version la plus simple revenait à seulement 69 centimes par élève. Celle avec les supports supplémentaires coûtait moins d'1 dollar. Moins d'1 dollar par élève pour créer une classe plus positive, centrée davantage sur l'effort, surtout pour ceux qui rencontrent le plus de difficultés. C'est franchement remarquable. Oui, mais ce n'était même pas la plus grosse surprise. Le deuxième grand enseignement du rapport concernait un effet que personne n'avait anticipé. Je suis intrigué. Lequel? Le programme était destiné aux élèves. Pourtant, l'un de ses effets les plus solides, l'un des rares à résister aux tests statistiques les plus exigeants, concernait les enseignants. Les enseignants? Comment ça? Ce ne sont pourtant pas eux qui recevaient les séances. Non, mais ce sont eux qui les animaient. Et en le faisant, leur propre manière de penser a commencé à évoluer. C'est particulièrement surprenant car le programme ne leur proposait aucune formation spécifique sur le growth mindset. Ils recevaient simplement des supports expliquant comment présenter les séances. Malgré cela, on observe une augmentation nette et statistiquement très solide de leur conviction que l'échec peut être une bonne chose. Vous voulez dire que l'échec peut être une bonne chose? Une occasion d'apprendre, c'est l'un des principes fondamentaux du growth mindset. En enseignant ces idées à leurs élèves, les enseignants ont fini par les intégrer eux-mêmes. Et cet effet est suffisamment fort pour résister aux analyses statistiques les plus rigoureuses. Impressionnant. Voilà donc le défi auquel sont confrontés les décideurs. On conçoit un programme pour un groupe et finalement les effets les plus importants apparaissent chez un autre. Quelles sont les implications concrètes? Cela signifie qu'on dispose d'un moyen peu coûteux et facilement déployable de développer les compétences professionnelles des enseignants sans qu'ils soient obligés de quitter leur classe pour suivre des formations. Un enseignant qui considère l'échec comme une opportunité d'apprentissage aura naturellement davantage tendance à accompagner avec bienveillance un élève en difficulté. Et à l'encourager à recommencer plutôt qu'à abandonner.
ce qui explique probablement pourquoi les élèves ont ressenti une telle amélioration du climat de classe. Exactement, c'est un cercle vertueux. Cette nouvelle manière de penser chez les enseignants a probablement créé un environnement plus favorable dans lequel les élèves les plus défavorisés ont pu davantage s'épanouir. Beaucoup de nos auditeurs qui travaillent dans les administrations publiques ou dans le développement savent à quel point ce type de changement est difficile et coûteux à obtenir. Cela change vraiment notre manière de concevoir les programmes. Alors avant de conclure, quelles sont les grandes leçons à retenir pour les décideurs? Je dirais qu'il y en a trois. Premièrement, il faut regarder au-delà des seuls résultats aux examens. Des changements positifs et importants peuvent se produire dans le climat de la classe et dans les croyances des élèves, même s'ils ne se traduisent pas immédiatement par de meilleurs scores aux tests standardisés. Les résultats les plus solides concernent ici l'évolution de la mentalité des enseignants et le renforcement de la croyance dans l'importance de l'effort dans les écoles les moins performantes. C'est déjà un résultat majeur. Et la deuxième leçon? Il faut rester ouvert aux effets indirects. Parfois, la manière la plus efficace de transformer la culture d'un établissement n'est pas la plus directe. Ici, un programme destiné aux élèves s'est révélé être un formidable levier pour faire évoluer les mentalités des enseignants. Enfin, il y a toute la question de l'équité. Absolument. Pour moins d'1 $ par élève, ce programme a produit ses effets les plus importants auprès des élèves qui en avaient le plus besoin. C'est un rappel puissant que les outils les plus efficaces pour construire des classes plus équitables sont parfois aussi les plus abordables. C'est une manière complètement différente de définir ce qu'est la réussite en éducation. Tout à fait. Cette étude montre que le progrès ne se résume pas toujours à l'augmentation d'un chiffre. Parfois, il consiste à construire une base de confiance, chez les élèves comme chez les enseignants, autour de l'idée que les efforts comptent et que chacun peut progresser. Ce type de changement ne prépare pas seulement les élèves à réussir un examen, il les prépare à réussir leur vie. Et c'est un objectif que tous les décideurs politiques peuvent soutenir. À vous, Renos. Obrigado por se juntar a nós. Você pode encontrar o relatório completo em nosso site. Basta seguir o link na descrição. Assine para ser o primeiro a saber sobre os próximos episódios. E antes de ir, como você planeja colocar em prática o que aprendeu? E que tópicos você gostaria que explorássemos em seguida? Gostaríamos muito de saber. Até lá, adeus.